Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. L'histoire qui sera abordée aujourd'hui, c'est un triangle amoureux qui s'est déroulé ici chez nous en France. Eh bien, comme vous le savez, ce type de situation peut souvent mener à des vies brisées. Dans l'histoire d'aujourd'hui, les choses ont pris une tournure tragique, aboutissant à la perte de l'un des protagonistes de cette histoire complexe. Nous explorerons l'affaire impliquant Héloïse Bagnolini, Jessie Travaglini et Alain Castel. Avant de plonger dans les détails, je vous encourage à vous abonner à la chaîne et à partager cette histoire avec un maximum de personnes. Eh bien, allons-y. À Aubignan, au pied du mont Ventoux en France, se trouve la petite ville chaleureuse d'Avignon, où la vie s'écoule paisiblement. C'est dans cette ville qu'Héloïse Bagnolini, Alain Castel et leur enfant de 5 ans résidaient. Ce couple amical et aimant était bien connu de la communauté locale, jouissant d'un grand respect et d'une réputation d'honnêteté. Les voisins les voyaient souvent, Héloïse, une jeune femme d'une trentaine d'années, avec son enfant profitant du jardin près de la piscine. Elle était une jolie blonde au tempérament doux, plutôt timide, calme et réservée, mais intelligente et bien élevée. Sa famille, son mari et son enfant étaient sa priorité dans la vie. Héloïse avait reçu une bonne éducation académique, mais ne travaillait pas, se chargeant des tâches ménagères et sortant rarement de chez elle, sauf nécessité, pour des activités routinières telles que faire des courses ou conduire leur enfant à l'école. D'un autre côté, son mari, Alain Castel, menait une vie plus active. Employé par une grande entreprise internationale spécialisée dans les produits alimentaires, il était un leader charismatique et un ingénieur compétent. Beau et sûr de lui, il attirait l'attention des femmes autour de lui, y compris certaines de ses collègues, qui étaient littéralement sous son charme. Mais cela a finalement conduit à une tragédie. Le vendredi 11 octobre 2013, Alain Castel était au travail. Dans la journée, il a reçu un appel téléphonique assez étrange. Un enseignant de l'école de son enfant s'est adressé à lui. L'enseignant lui a informé qu'il devait venir chercher son fils, car sa femme n'avait pas pu le faire. Héloïse avait envoyé un message à l'enseignant disant qu'elle ne pouvait pas venir à cause d'une crise de nerfs, mais n'a pas précisé qui irait chercher son fils à l'école. Cela semblait étrange à l'enseignant. Il a essayé de contacter Héloïse, mais elle n'a pas répondu. Alors il a contacté le père de l'enfant. Alain, en entendant cette histoire, s'est inquiété. Il savait qu'Héloïse n'avait aucun plan pour cette journée. Et si Héloïse avait un empêchement quelconque, elle devait obligatoirement informer son mari. Dans tous les cas, la situation semblait sortir de l'ordinaire et ne ressemblait pas à sa femme responsable qui n'avait jamais agi ainsi auparavant. Alain a essayé de contacter sa femme pour clarifier cette situation étrange, mais elle ignorait tous ses appels. Plus tard, Héloïse a répondu par un message qu'elle avait besoin de partir et de passer quelques jours seule pour retrouver la paix intérieure. Cela a alerté Alain. Alain a alors demandé une permission au travail et est rentré chez lui. Il s'inquiétait que quelque chose de mal puisse arriver à sa femme. Quand Alain est rentré chez lui, il a découvert un désordre à l'intérieur, ainsi que des traces de sang dans la salle de bain. Mais Héloïse n'était pas à la maison. Alain a supposé que sa femme aurait pu être victime d'un cambriolage avec effraction. C'est pourquoi il s'est adressé à la gendarmerie. Il a déclaré que sa femme avait disparu et qu'il y avait des traces d'effraction et de lutte dans la maison. Les gendarmes sont rapidement arrivés au domicile de la famille. Après avoir inspecté leur maison, ils ont conclu que la situation était grave. Héloïse avait disparu, quelqu'un avait pénétré dans la maison et il y avait du sang et du désordre à l'intérieur. Il est donc devenu probable qu'Héloïse était victime d'un crime ou qu'elle avait été enlevée. Il fallait agir rapidement. Héloïse a été déclarée disparue et sa recherche a commencé. Les gendarmes ont remarqué que l'armoire à vêtements d'Héloïse était vide. Alain a alors signalé qu'il avait également remarqué l'absence des affaires de sa femme et des valises, ainsi que la disparition de sa voiture. Les gendarmes ont supposé qu'Héloïse aurait pu partir en vacances, mais Alain a catégoriquement nié cette possibilité. Sa femme n'aurait jamais quitté la maison en abandonnant son mari et son enfant. Les gendarmes ont interrogé les voisins les plus proches de la famille, mais aucun d'entre eux n'avait vu ni entendu quelque chose de suspect ce jour-là. Malheureusement, aucune caméra de surveillance à proximité n'a été trouvée pour vérifier ce qui s'était passé. Les enquêteurs ont interrogé Alain qui avait appelé la gendarmerie. Alain a raconté qu'il était parti travailler le matin,
pendant que sa femme préparait leur fils pour l'école. Il lui a dit au revoir, tout était normal, il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. Puis dans la journée, l'école l'a appelé, lui demandant de venir chercher son fils et lui racontant le message étrange de sa femme. Alain était convaincu que ce message n'avait pas été envoyé par sa femme. Probablement c'était les ravisseurs pour gagner du temps. Alain n'a pas pu fournir d'informations utiles aux gendarmes. Les enquêteurs ont continué à rechercher la femme disparue et espéraient qu'elle était toujours en vie. Ils ont fait appel au public via les médias, espérant qu'un témoin contacterait la police et fournirait des informations précieuses sur l'endroit où se trouvait Héloïse. Après une journée, aucune information sur Héloïse n'est parvenue, mais le soir du lendemain, la gendarmerie a reçu des informations sur une autre affaire. Un voisin du couple, au nom de Claude, s'est présenté à la gendarmerie. Claude vivait à quelques centaines de mètres de la maison du couple. Il a raconté qu'il avait vu une voiture inconnue dans leur quartier. La voiture inconnue était garée de manière suspecte près de sa maison et semblait avoir été abandonnée précipitamment. La voiture était mal garée sur la route et il n'y avait aucun signe d'activité du propriétaire. Tout cela lui a semblé étrange. Personne n'est venu vers la voiture après une journée. C'est pourquoi Claude a contacté la gendarmerie. Les gendarmes sont arrivés sur les lieux. Ils ont inspecté la voiture suspecte et ont découvert qu'elle appartenait à Héloïse. Les gendarmes ont ouvert la voiture pour trouver des indices à l'intérieur, mais ont découvert le corps d'Héloïse dans le coffre. Les gendarmes étaient choqués, car une telle chose ne s'était jamais produite dans leur petite ville tranquille. Il était incompréhensible qui aurait pu vouloir du mal à une gentille et tranquille femme comme Héloïse. Elle était clairement non liée au crime et aux affaires sombres. Les gendarmes ont immédiatement informé son mari de la découverte macabre. Ce qui a effrayé le plus Alain, c'était que sa femme avait été tuée en plein jour dans leur paisible banlieue, où tout était familier. Et cet endroit était pour lui le plus sûr au monde. Son corps a été retrouvé dans le quartier, où elle se rendait chaque jour pour récupérer son enfant à l'école. Alain doutait que ce crime ne soit que le début, et la prochaine cible serait l'enfant ou lui-même. Il était tourmenté. Une chose était tout à fait évidente, le criminel était toujours en liberté et avait déjà prouvé qu'il était mortellement dangereux. La panique a commencé parmi les habitants locaux. La population avait peur de sortir dans la rue et fermait leurs portes à double tour. Ainsi, pour apaiser l'opinion publique, les autorités devaient rapidement résoudre cette affaire et mettre le criminel dangereux derrière les barreaux. Alors, grâce aux indications du veuf, les gendarmes ont rapidement identifié Jessie Travaglini, qui était elle-même mère et semblait être une suspecte potentielle. Jessie Travaglini n'avait pas de passé criminel, travaillait, s'occupait du ménage et de l'enfant et était considérée comme une femme respectable. Jessie est née à seulement 10 km d'Avignon. À l'été 2001, elle a rencontré un homme nommé Jean-François. Il était un jeune homme très en vue et attirant. À l'époque, Jessie était une jeune fille de 16 ans et son nouveau petit ami avait 5 ans de plus. Malgré la différence d'âge, qui semblait assez significative, elle est tombée amoureuse du garçon dès les premières minutes de leur rencontre et a réalisé qu'il serait son futur mari. La différence d'âge ne la dérangeait pas du tout. Jessie était dynamique et déterminée et ne faisait que favoriser le développement actif des relations romantiques avec Jean. Elle pardonnait au garçon tous ses défauts, aplanissait tous les conflits entre eux. Les partenaires s'aimaient vraiment. Les premières années, ils étaient très heureux. Jessie est le joueur de rugby professionnel qui passait la majeure partie de son temps sur le terrain pour s'entraîner, formait un couple idéal. Jean était le capitaine de l'équipe. Il aidait beaucoup les jeunes sportifs débutants et jouait de manière productive sur le terrain. La relation du couple évoluait rapidement, donc ça n'a surpris personne quand ils ont emménagé ensemble. Et quelques années plus tard, ont décidé de consolider leur relation par les liens du mariage. Lorsque Jessie est devenue majeure, elle est tombée enceinte. Tout semblait bien se passer, mais Jessie n'avait pas de travail stable, et les réalisations sportives de son mari ne pouvaient pas couvrir l'appétit croissant de la jeune famille. Ils ont rencontré des difficultés financières. Beaucoup de gens reprochaient au couple d'avoir décidé si tôt de devenir parents, sans même être sur pied. Cependant, la jeune Jessie a pris la décision qu'elle ne pouvait pas travailler, mais devenir femme au foyer, et que son mari devait subvenir entièrement aux besoins de la famille. Jean était tellement amoureux d'elle qu'il n'a pas osé contredire Jessie. Il a accepté son point de vue,
et a commencé à travailler à plusieurs emplois pour gagner dignement sa vie et subvenir à tous les besoins de sa jeune épouse. Mais, comme il s'est avéré, tout cela n'était pas si simple, car Jean n'avait pas une bonne éducation et rencontrait des problèmes d'emploi. Toutes les offres d'emploi qui lui correspondaient ne lui convenaient pas en raison du faible salaire. Mais il n'avait pas le choix, et il acceptait tout car Jessie avait donné naissance à un fils. Cependant, avec la naissance du bébé, la situation a changé. Leur famille a grandi et les besoins ont augmenté. Beaucoup d'argent partait dans les couches, la nourriture pour bébé et les jouets. L'argent manquait cruellement. La jeune mère a réalisé que son mari ne s'en sortait pas et que son activité de femme au foyer ne contribuerait pas à générer un gros revenu. C'est pourquoi Jessie a commencé à chercher du travail et a été embauchée dans la même entreprise où travaillait Alain, le mari de la défunte Héloïse. Jessie a tout de suite trouvé un terrain d'entente avec l'homme qui lui semblait très attirant, et ils ont rapidement entamé une relation romantique. Dès que Jessie a commencé à travailler dans l'entreprise, elle a été rapidement remarquée. Elle était la personne qui voulait se développer et progresser dans sa carrière. Jessie était prête à avancer en utilisant tous ses atouts. L'un d'eux était sa beauté naturelle. Certains membres de la famille de Jessie ont noté qu'à cette époque, elle commençait à s'habiller de manière très provocante, mettant en valeur son attrait. Bien sûr, Alain avait du mal à ne pas remarquer cette fille. Cependant, il n'était pas le seul à être attiré par la jeune Jessie. À ce moment-là, la jeune femme avait 25 ans. Elle était fatiguée de la vie modeste avec son mari sportif, donc elle voulait plus. De nombreux hommes dans l'entreprise étaient charmés par sa beauté et la courtisaient. Cependant, elle a choisi Alain Castel, qui était son superviseur dans l'entreprise. L'homme était attrayant et respectable. Ils étaient dans le même département, se croisaient souvent et ont commencé à se rapprocher. La période initiale de la relation entre Jessie et Alain était pleine de doutes. Ils étaient tous les deux dans des relations conjugales et avaient des enfants. C'est pourquoi ils étaient préoccupés par l'aspect moral de la question, ainsi que par la crainte que des rumeurs sur leur liaison ne commencent à circuler dans l'entreprise, puis que toute la ville et leurs conjoints n'en apprennent progressivement. Mais ils étaient tellement attirés l'un par l'autre qu'un jour, ils n'ont pas pu résister à cette attraction. Ils ont eu leur première relation intime directement au bureau. Les amants ont discuté de cet événement pendant plusieurs jours. Jessie était prête à poursuivre les relations intimes. Cependant, Alain a immédiatement fait comprendre à Jessie que tout cela s'était produit par accident. Il aimait sa femme, et malgré tout, il n'avait pas l'intention de détruire leur famille. Mais Jessie n'avait pas l'intention de renoncer. Elle a intensifié ses efforts pour que son nouvel amant ne puisse pas résister. Ainsi, leur romance a continué. Malgré les tourments intérieurs, les amants ne pouvaient pas s'arrêter. Ils étaient émerveillés l'un par l'autre et amoureux. Alain semblait incroyablement attentionné, un homme riche qui soutenait toujours sa maîtresse et lui offrait des cadeaux coûteux. Jessie n'était pas seulement belle et avait un caractère joyeux et actif, mais elle était aussi une agréable interlocutrice avec qui il était facile de communiquer. Elle était très heureuse de l'attention de l'homme et des cadeaux qu'il lui offrait. C'était Jessie qui avait initié leur rencontre. Alain était préoccupé par le fait qu'il trompait sa femme, mais il lui manquait de maîtrise de soi pour refuser sa maîtresse. Progressivement, des soupçons d'infidélité conjugale ont commencé à peser sur Alain en raison des rumeurs sur sa liaison avec Jessie. Héloïse a commencé à remarquer le comportement étrange de son mari. Un jour, elle a suivi son mari et l'a vu sur le parking devant le bureau, d'où il est parti avec sa maîtresse dans sa voiture. Héloïse l'a vu en compagnie de Jessie en train de s'embrasser. Cela a été un véritable choc pour elle. Le soir, Héloïse lui a reproché l'aventure extra-conjugale. Alain semblait très affecté par cela et a promis de mettre fin à cette liaison malsaine. Sa femme l'a cru. Alain a vraiment essayé de rester loin de sa maîtresse. Mais Jessie ne manquait pas une occasion d'attirer son partenaire directement au travail. Elle ne pouvait pas se retenir. Plus ils se rencontraient, plus Jessie perdait le contrôle d'elle-même. Alain est devenu une véritable obsession pour elle. C'est pourquoi elle a commencé à le poursuivre partout et tout le temps. Elle a réussi à le suivre même pendant ses vacances en famille à la montagne, où il pratiquait le ski. Dans ce dédale de stations de ski qui se ressemblent toutes, il est facile de se perdre.
Mais la surprise d'Alain fut grande lorsqu'il a découvert que sa jeune maîtresse était présente dans la même station et qu'elle l'avait suivi sans qu'il le sache. Partout où Alain allait, que ce soit pour des affaires professionnelles ou personnelles, Jessie semblait toujours le retrouver au même endroit. À l'heure du déjeuner, elle se trouvait invariablement à la table voisine de la sienne au café. Plus tard, un ami de Jessie a révélé qu'elle lui avait confié ressentir une attraction irrésistible envers son amant. Elle exprimait le désir de quitter son mari pour être avec lui, et même de fonder une famille ensemble. Elle voulait être près de lui tout le temps, ne serait-ce que pour échanger des regards ou discuter, mais Alain l'ignorait. Leur romance a duré 3 ans. Cependant, cet amour malsain a tellement épuisé Alain qu'il a décidé de mettre fin à sa relation avec Jessie et de déménager avec sa famille. Il prévoyait de partir en Bretagne, où il commencerait tout à zéro. À ce stade, les époux Héloïse et Alain rétablissaient leur relation après l'infidélité. La femme lui faisait confiance et savait qu'il éviterait désormais les rencontres avec sa subordonnée. Leur famille s'était réconciliée. Ils rêvaient d'un autre enfant. Pendant cette période, Jessie a appris que son patron, Alain, n'avait pas l'intention de quitter sa famille pour elle. Elle a également découvert qu'il avait renoué avec sa femme et qu'ils envisageaient d'avoir un 2e enfant. Et surtout, il prévoyait de s'enfuir avec elle dans une autre ville pour oublier son existence. Pour la séductrice, ce fut un choc réel. Elle se sentait trompée, trahie et abandonnée, et selon elle, la faute en incombait à la femme d'Alain, Héloïse. Jessie pensait qu'il était libre de tout lien avec elle, donc tôt ou tard, il déciderait de divorcer et de commencer de nouvelles relations. Malheureusement, les espoirs de Jessie ont foiré. Un jour magnifique, son monde d'illusions s'est simplement effondré. De plus, elle avait des problèmes avec son mari, qui avait également découvert les infidélités de Jessie et prévoyait de divorcer d'elle. C'est pourquoi un plan horrible a mûri dans son esprit pour se débarrasser de sa rivale, qui entravait son bonheur. Le vendredi 11 octobre 2013 était une belle journée d'automne. Héloïse était au supermarché. Elle devait préparer le dîner pour toute la famille, donc elle s'est dépêchée de rentrer à la maison. En arrivant, elle a déchargé la voiture et a apporté les courses à la cuisine. À ce moment-là, elle était seule à la maison et prévoyait d'aller chercher son fils à l'école. Mais ses plans ne se sont pas réalisés, car à ce moment-là, la maîtresse de son mari est arrivée chez eux. Jessie lui a avoué sa relation avec Alain. Héloïse a compris qui elle était et lui a demandé de partir et de ne plus déranger leur famille. Mais la maîtresse n'avait pas l'intention de partir. Elle était déterminée à résoudre ce problème une fois pour toutes. Une dispute a éclaté, mais la situation a rapidement dégénéré, après quoi les femmes se sont battues. Héloïse a rapidement compris que les forces n'étaient pas égales. Jessie était beaucoup plus forte. C'est l'agressivité qui lui donnait beaucoup de force. Héloïse a vu un couloir libre. Elle a repoussé Jessie et s'est précipitée dedans. En chemin, elle a vérifié toutes les poignées de porte pour se cacher dans n'importe quelle pièce de sa poursuivante. Cependant, la seule porte qui s'est ouverte menait à la salle de bain. Héloïse est entrée à l'intérieur et s'est enfermée. Héloïse s'est retrouvée dans une impasse. Elle n'avait nulle part où aller. Elle n'avait pas de téléphone portable avec elle pour appeler à l'aide. L'agresseur a finalement forcé la porte et a attrapé sa victime. Entre elles, la lutte a repris. Jessie l'a renversée au sol, puis a commencé à l'étrangler. Héloïse était à genoux. Jessie serrait de toutes ses forces son cou avec une serviette, jusqu'à ce que sa rivale cesse de montrer des signes de vie. Cependant, la meurtrière ne s'est pas démontée. Elle a décidé de brouiller les pistes, alors elle a mis en scène le départ volontaire d'Héloïse de la maison, en préparant plusieurs valises de la femme, y mettant des affaires et les chargeant dans la voiture. Ensuite, elle a écrit un message à l'enseignant et a parlé de la crise de nerfs. C'est seulement après cela que l'enseignant s'est adressé personnellement à Alain, lui demandant de venir chercher son fils à l'école. Jessie a décidé de détourner les soupçons et d'apaiser les inquiétudes d'Alain. Elle lui a alors envoyé un message du numéro d'Héloïse dans lequel elle a écrit qu'elle devait partir et passer quelques jours seule pour retrouver son calme, prétendant que c'était nécessaire en cas de crise de nerfs pour retrouver la sérénité. Cependant, ce plan sournois n'était pas terminé. Elle a simplement gagné du temps car elle devait se débarrasser du corps de sa rivale. Jessie a garé la voiture d'Héloïse devant la maison de manière à pouvoir discrètement y glisser la victime tuée.
Elle a traîné le corps d'Héloïse du sol de la salle de bain jusqu'à la voiture et l'a chargé dans le coffre. Ensuite, la criminelle s'est mise au volant, a conduit la défunte dans le coffre à seulement environ 200 mètres, puis a abandonné la voiture sur le parking le plus proche du complexe résidentiel voisin. Là, elle s'est débarrassée du téléphone portable et de la serviette de la victime avec laquelle elle l'avait étranglée, ainsi que d'autres objets compromettants qui auraient pu la compromettre lors de l'enquête. Étonnamment, ce même soir, Jessie, comme si de rien n'était, se reposait avec des amis. Lors des interrogatoires, ses amis, pour la plupart, ont déclaré qu'ils n'avaient rien remarqué d'inhabituel dans son comportement ce jour-là. Il semblait qu'elle s'amusait aussi. Seuls quelques-uns ont noté qu'elle semblait un peu plus détachée que d'habitude. Mais cela n'a soulevé aucun soupçon. Cependant, à ce moment-là, la victime était déjà morte depuis longtemps. Quelques jours plus tard, le remords a pris le dessus sur Jessie. La meurtrière s'est rendue chez son père, en qui elle avait le plus confiance, et lui a raconté ce qui s'était passé. L'homme a été le premier à apprendre qu'Héloïse avait été tuée par sa fille. Jessie a demandé de l'aide à son père, décrivant l'incident comme un accident et de la légitime défense. Elle croyait sincèrement que la défunte l'avait attaquée, donc elle avait été obligée de se défendre. Le père de Jessie était désemparé et ne savait pas quoi faire. Il voulait soutenir sa fille, mais l'aspect moral de la question le préoccupait. C'est pourquoi l'homme a demandé conseil à son fils, qui était policier. Comme il s'est avéré, la police était déjà au courant que Jessie, en raison de son comportement inadéquat, pouvait représenter une menace pour la défunte et était la principale suspecte. Après tout, la victime n'avait pas d'ennemis ni de personnes hostiles. La confession de Jessie à son père a permis aux gendarmes d'arrêter la meurtrière et de la placer en détention. Elle a été inculpée du meurtre d'Héloïse. Il fallait maintenant clarifier toutes les circonstances du crime pour déterminer s'il s'agissait d'un meurtre prémédité ou non prémédité. Dès le début, Jessie a avoué, mais elle a affirmé avoir agi uniquement en légitime défense. Elle était venue voir la femme de son amant pour clarifier la situation, mais n'avait jamais pensé que cela conduirait à la mort de quelqu'un. Les enquêteurs doutaient des paroles de la criminelle. Il y avait une planification minutieuse et une tentative de dissimulation des preuves. De plus, Jessie n'avait même pas essayé d'aider sa rivale. Elle aurait pu appeler les secours ou prodiguer les premiers soins, mais au lieu de cela, elle a immédiatement commencé à simuler une fuite. Cependant, la meurtrière continuait de clamer son innocence. Elle a affirmé qu'Héloïse l'avait appelée la veille au soir pour convenir d'une rencontre et discuter de la situation. Mais ce mensonge a été rapidement découvert. L'enquête a prouvé que personne ne s'était appelé ces soirs-là. Ce que Jessie tentait de présenter comme une mort accidentelle en légitime défense ressemblait de plus en plus à un meurtre prémédité soigneusement planifié. De plus, la criminelle avait un mobile. Elle voulait se débarrasser de la femme pour se réunir avec son amant. Jessie avait pris un congé le 11 octobre. 3 semaines auparavant, elle avait acheté un pistolet à impulsion électrique avec une lampe torche intégrée. Cet appareil de défense personnelle est en vente libre dans les magasins. Ce pistolet à impulsion électrique peut être utilisé pour aveugler, désorienter et immobiliser un adversaire avec une décharge électrique puissante. Jessie prétendait avoir acheté tout cela pour sa défense personnelle et n'avait pas l'intention de l'utiliser contre Héloïse. Cependant, l'accusation a soutenu que de cette manière, l'amante s'est débarrassée de sa rivale. Elle a aveuglé la victime, l'a frappée avec une décharge et a continué l'agression. Plus tard, le pistolet à impulsion électrique a été retrouvé dans une poubelle près de la voiture de la victime avec une serviette qui avait été utilisée pour l'étrangler. Les empreintes digitales de la meurtrière y étaient également présentes. Au tribunal, tout le monde se demandait si la criminelle reconnaîtrait son crime prémédité. Cependant, elle a continué à affirmer qu'Héloïse l'avait attaquée en premier. Mais aucune blessure ou dommage indiquant une défense excessive en légitime défense n'a été trouvée sur Jessie, ce qui était étrange. Par conséquent, son récit semblait extrêmement douteux. En même temps, les médecins légistes ont découvert de nombreuses blessures sur le corps de la victime. Selon le médecin légiste, Héloïse les a subies lorsque Jessie l'avait secouée. La femme a perdu connaissance, et l'amante de son mari était tellement en colère qu'elle n'a pas pu s'arrêter et a continué de la secouer. Le médecin légiste a également découvert que l'étranglement avait duré assez longtemps. L'agresseur a serré le cou de la victime pendant environ 5 minutes
avant de relâcher son corps sans vie. Par conséquent, ce crime ne pouvait pas être qualifié de légitime défense. Le procureur a soutenu qu'il s'agissait d'un crime soigneusement planifié. L'accusé avait acheté à l'avance les moyens d'attaquer, un pistolet électrique pour neutraliser la victime. Elle avait spécifiquement pris un congé au travail pour avoir suffisamment de temps pour commettre le crime et en dissimuler les traces. Elle a attaqué Héloïse chez elle et l'a étranglée dans un accès de colère. Ensuite, elle a tenté de simuler sa fuite de la maison. La défense a réfuté le témoignage de l'accusation, car Jessie n'avait jamais montré d'agressivité et n'avait jamais été impliquée dans aucun épisode criminel. Ses amis l'ont décrit comme calme, équilibrée et non conflictuelle. Elle était une mère merveilleuse et attentionnée. Selon l'avocat, ce meurtre accidentel est survenu en raison de la peur et de l'excitation ressentie par la maîtresse d'Alain. Cependant, des témoins, des collègues de travail, ont décrit Jessie comme une véritable prédatrice qui ne tolérait aucune concurrence, que ce soit dans le travail ou dans sa vie personnelle. L'avocat a soutenu que Jessie était la victime de cette histoire, poussée au désespoir. Pendant près de 3 ans, l'accusée était sous le contrôle de son amant, qui la traitait comme un objet. Elle est devenue dépendante de lui. Jessie l'aimait, tandis qu'il jouait simplement avec ses sentiments et en profitait. L'accusation a tenté de prouver qu'il s'agissait d'un crime motivé par la jalousie. Alain avait précédemment dit à sa maîtresse qu'il ne pouvait pas avoir de relation sérieuse, car il aimait sa femme et n'avait pas l'intention de quitter sa famille. Cela a provoqué de la colère et de la jalousie, ce qui a conduit Jessie à ne pas contrôler ses émotions. Elle voulait se venger de la femme de son amant et éliminer sa rivale. Probablement, Jessie pensait qu'après la mort de la femme, Alain reviendrait vers elle. Le témoin clé lors de l'audience dans cette affaire a été Alain Castel lui-même. Il a de nouveau raconté l'histoire de sa liaison avec l'accusé avant la tragédie. L'homme a immédiatement compris qui était derrière le meurtre de sa femme, car personne d'autre n'aurait pu commettre un tel acte. Alain a également ajouté qu'il se sentait coupable de ce qui s'était passé. Jessie, comme il s'est avéré, n'était pas la seule femme avec laquelle il trompait son épouse. Mais Alain n'avait jamais voulu que tout se termine aussi tragiquement. Alain avait continué sa relation avec Jessie, tout en lui imposant des conditions alors qu'elle espérait plus. Elle a finalement craqué avec le temps. Sa liaison avec sa maîtresse a continué jusqu'au jour fatidique, notamment 1 mois avant le meurtre. Il avait emmené Jessie chez lui, où ils ont eu des relations sexuelles. Au procès, l'accusation a demandé la peine maximale pour la criminelle, à savoir 30 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle pour le meurtre prémédité d'Héloïse. Ce fut un processus difficile pour la famille de la meurtrière, tout comme pour elle-même. Au 3e jour de délibération, les jurés ont eu du mal à décider de la peine que méritait l'accusé. Beaucoup étaient d'accord pour dire qu'il ne s'agissait pas d'un meurtre prémédité par passion. Malgré cela, elle a quand même été reconnue coupable de meurtre prémédité. Le 6 février 2016, le juge l'a condamnée à 30 ans de prison. C'était assez étrange compte tenu de l'attitude indulgente envers l'accusé. Après cela, les parents de l'accusé étaient sous le choc. Ils sont simplement sortis silencieusement de la salle d'audience. L'avocat de Jessie a parlé de son intention de faire appel, car il prévoyait de contester ce verdict. Mais à ce jour, le jugement reste en vigueur. Chers abonnés, c'est la fin de cette tragique affaire. Si vous avez apprécié ce beau travail, abonnez-vous à la chaîne, soutenez cette vidéo en la partageant massivement et mettez vos avis dans les commentaires. Merci à tous. Au revoir.